Bien le bonjour, amis explorateurs, et bienvenue. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai raconté une histoire du Ride, et je vous ai dit que des légendes, il n'y en avait pas beaucoup dans ce coin, contrairement à celles qui se déroulent le long du Rhin. Et bien aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire qui prend place le long de ce fleuve. Une histoire de ruse, une histoire de siège, une histoire de chevalier. La légende de la comtesse de Geroldzek. Elle est belle, elle est mémorable, elle est fascinante, mais on va voir ensemble que c'est peut-être bien plus qu'une simple légende. Nous sommes en l'an 1333, au milieu du Rhin, là où le fleuve serpente et se referme sur des îles basses, il y a une forteresse, la forteresse de Schwano, un château difficile à prendre, protégé par l'eau, par les marais, par la boue et par l'orgueil de ceux qui l'occupent. Son maître est un Walter, seigneur de Geroldzek et de Schwano. Et depuis longtemps, dit-on, il mène une guerre de rapine contre les villes d'Empire. Les Strasbourgeois finissent par en avoir tassé et décident d'intervenir. Ils posent le siège une première fois, puis doivent se retirer. Mais ils reviennent, plus déterminés, et cette fois avec des alliés. Berne, Lucerne, Bâle, Fribourg. Et le siège recommence. On encercle, on observe, on éprouve les défenses sans succès. Alors on cherche une autre solution. On cherche le point faible de ce bastion. À l'intérieur du château, les assiégés se savent à l'abri et pour un bon moment. Ils ont bien des réserves. Et pour faire comprendre aux assiégeants qu'ils tiendront, ils imaginent un stratagème, une provocation. On laisse entrer des délégués des villes pour qu'ils voient de leurs yeux qu'on ne manque de rien. Les deux envoyés visitent, ils regardent, ils comptent. Et quand le comte leur demande si le château est prenable, ils ne soufflent presque aucun mot. Sauf l'un d'eux, qui lâche une phrase simple, mais une phrase terrible. Sire, ce que la main de l'homme peut faire, la main de l'homme peut le défaire. Alors, dehors, le camp change de place. On se poste autrement. On cherche un meilleur angle de tir. On vise les dépôts, les greniers, les réserves. On veut abîmer, gâter, exposer. Mais ce n'est pas encore assez. Alors il y a un malin qui a une idée terrible. On ouvre les latrines, on vide les fosses de Strasbourg, on remplit les récipients des tonneaux, des baquets d'immondices. Et par machine, on catapulte cela dans le château. Pas pour casser les murs, pour casser le moral des troupes. L'air se corrompt, l'eau ne se boit plus, les hommes suffoquent, les hommes tombent malades, les hommes désespèrent. Et Schwano, la forteresse dite imprenable, devient une prison. Alors on parlemente, un accord est proposé. La châtelaine pourra sortir librement, à condition de n'emporter avec elle que ce qu'elle peut porter. Et là, tout le monde se prépare à voir des coffres, des bijoux, des parures. Hein, c'est humain, on pense à l'or, on pense aux richesses. Le pont-levis s'abaisse, la comtesse s'avance, elle prend son jeune fils dans ses bras et sur son dos, elle charge ce qu'elle peut porter, son seigneur. Et parce que la promesse a été donnée, c'est les jurés, on la laisse passer. Le château est perdu, la garnison massacrée, mais la comtesse a sauvé l'essentiel. Et ce geste, celui d'une femme portant son seigneur, restera dans les mémoires. Bon, ça, c'est la légende. Très bien. Mais le château de Schwanau, il a réellement existé. Il se trouvait près de Gerstheim, dans un paysage similaire à celui qui nous entoure. Mais le siège du château, il a vraiment eu lieu. Les archives, elles parlent d'avril 1333. Selon les chroniques, le siège a été plutôt infructueux jusqu'au fameux épisode où on vide les latrines et on jette tout ça à l'intérieur du château. Et le seigneur des lieux, Walter de Tübingen, comte de Geroldzek, vous l'aurez compris, c'est pas un seigneur isolé, c'est pas un seigneur malheureux. Écoutez bien, les sources nous indiquent un seigneur engagé dans des conflits répétés, dans des attaques de convois, dans des pressions sur des routes commerciales, dans des demandes de rançon, dans des prises d'otages. Et 10 ans plus tard, les mêmes sources locales
nous montre que Walter récidiva, impliqué à nouveau dans des histoires de rapines et de vols contre des routes commerciales. Mais ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas un incident, ce n'est pas un seigneur local pris dans un conflit localisé. C'est tout un système. Et la vraie question, ce n'est pas de savoir si la comtesse de Geroldzek était rusée. La vraie question, c'est de savoir pourquoi, à la fin du Moyen-Âge, les chevaliers vivent-ils de pillage. Notre histoire, elle commence en 1333, mais ne vous laissez pas piéger par la date. C'est tout un phénomène qui concerne le XIVe et le XVe siècle. À partir de maintenant, on quitte la légende pour entrer dans l'histoire, et c'est là que tout devient plus intéressant. On parle souvent des chevaliers brigands comme de simples bandits. Ce n'est pas si simple. Il faut bien comprendre le mécanisme. À la fin du Moyen-Âge, les villes s'enrichissent. Le commerce explose. Les convois de marchands transportent du vin, du sel, des draps, des métaux. L'argent circule. Et pendant ce temps, une partie de la petite noblesse s'appauvrit. Les revenus fonciers chutent. Les terres rapportent moins. Les guerres coûtent cher. Les châteaux isolés deviennent lourds à entretenir. Or, ces châteaux ne sont pas construits au hasard. Ils dominent des routes, ils contrôlent des passages, ils surveillent des gués, des ponts, des bras du Rhin. Autrement dit, ils sont placés exactement là où passe la richesse. Alors certains seigneurs font ce que leurs ancêtres ont toujours fait. Ils déclarent une fède, c'est-à-dire une guerre privée. Dans leur logique, ce n'est pas du brigandage, c'est un droit. Ils estiment défendre leur honneur, rétablir un équilibre, contraindre un adversaire à négocier. Mais pour les marchands, ça ressemble à autre chose. Car ces derniers, ils évitent les péages, ils changent d'itinéraire, ils obtiennent des privilèges. Et pour eux, les attaques des nobles, ça ressemble à des embuscades, à des prises d'otages, à des rançons. Et c'est là que naît le malentendu. Ce que les nobles appellent encore faire valoir leurs droits, les villes commencent à l'appeler violence. Plus tard, on parlera même du Faustrecht, le droit du poing, la loi du plus fort. Mais faites bien attention, ce n'est pas l'absence totale de loi. C'est un conflit entre deux conceptions du droit. D'un côté, une noblesse qui pense que la force armée reste un moyen légitime de pression. De l'autre, des villes qui veulent sécuriser les routes, protéger le commerce, stabiliser les échanges. Et lorsque ces deux logiques s'affrontent, le chevalier devient brigand. Non parce qu'il a changé de nature, mais parce que le monde autour de lui a changé de règles. Mais, au XVe siècle, quelque chose se transforme. On passe d'un monde de châteaux forts isolés à un monde de villes fortifiées, un monde d'honneur armé, à un monde de contrats écrits, à un monde d'épées et de boucliers, à un monde d'artillerie et de comptables. Ce que les chevaliers appellent encore défendre leurs droits, les villes, elles l'appellent insécurité. Et là, forcément, le conflit est inévitable. Mais cette fracture n'est pas brutale. Elle ne se fait pas en une année. Elle ne se décrète pas. Elle est le résultat de plusieurs transformations profondes. D'abord, l'économie. Au XIVe, au XVe siècle, les circuits commerciaux se stabilisent. Le Rhin devient une artère essentielle entre l'Italie, l'Empire et les Flandres. Les villes prospèrent. Les marchands accumulent du capital. Les princes empruntent aux banquiers. La richesse ne repose plus seulement sur la terre. Elle circule. Et quand la richesse circule, elle a besoin de sécurité. Permettez-moi également une parenthèse sur l'armement. À cette époque, l'artillerie progresse. Les canons percent les murailles, les forteresses isolées perdent leur invincibilité. Le château n'est plus le centre du pouvoir. Enfin, l'administration. Les villes développent des conseils, des tribunaux, des systèmes fiscaux plus réguliers. Le pouvoir devient plus structuré, plus écrit, plus prévisible. Et dans ce nouvel ordre, une guerre privée n'est pas tolérable. Elle devient une perturbation. En 1495, lors de la diète de Worms, l'empereur Maximilien Ier fait proclamer l'Ewiger Landfriede, en français, la paix perpétuelle. Désormais, les nobles n'ont plus le droit de se faire justice
par la guerre privée. Vous comprenez bien ce que ça veut dire, hein? L'Empire retire au seigneur le vieux droit de fede pour affirmer que la violence et la justice relèvent désormais uniquement de l'autorité publique, c'est-à-dire de l'empereur et de ses représentants. Ce que le chevalier considère comme une pression légitime, le marchand le voit comme une menace pour l'ordre économique. Tout cela, c'est le basculement. On ne passe pas du Moyen-Âge à l'époque moderne en changeant uniquement de date. On change de manière de penser le pouvoir. Et ceux qui ne se transforment pas, ils deviennent des obstacles. Walter de Tübingen, je vous ai dit, il récidive. Non parce qu'il est un monstre, mais parce qu'il agit encore selon un ancien ordre. Un ordre qui ne correspond plus à la réalité économique et politique de son temps. Parfois, l'histoire ne laisse pas de ruines. Elle laisse des légendes. La comtesse de Geroldzek n'est peut-être pas seulement une héroïne rusée, elle est peut-être la mémoire d'un affrontement, celui d'un monde féodal, fondé sur l'honneur et la guerre privée, face à un nouvel ordre, un ordre urbain, un ordre monétaire, un ordre administratif qui tente d'imposer ses règles. Les chevaliers brigands, ce ne sont pas les héros romantiques d'un Moyen-Âge flamboyant. Ils en sont le moment de rupture, le moment de fracture, le moment où ils tentent encore vainement d'imposer leur loi, mais ne correspond déjà plus au réel. Ils méritent, à eux seuls, une enquête complète. Nous y reviendrons. Ce basculement ne concerne pas seulement une île rhénane. Il traverse l'Empire, il traverse l'Europe occidentale. Partout le château cède du terrain, partout la ville s'affirme, partout le pouvoir change de nature. Et ici, en Alsace, il a pris le visage d'un siège et d'une légende rendue célèbre par les chroniqueurs et les folkloristes. Mais derrière cette légende, c'est tout un monde qui disparaît à tout jamais. Je vous remercie de m'avoir écouté et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations temporelles.